Bien, bon appétit si vous êtes à table. Il est 12h30, c'est l'heure du ZCL News jusqu'à 14h15 avec vous. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans un instant Madame Marilyn Virapin. Bonjour. Bonjour. Elle est chef de la mission jeunesse au Conseil général. Un peu plus tard, nous aurons un débat avec Edith Evridus, Jean-Michel Gustave Duflo, Bruno Lada et Madame Corinne Glandor. On parlera de la labellisation des TPE et on devrait finir un petit peu plus tard avec Jean-Luc Divial qui viendra pour son petit retour au ZCL. Sinon, l'actualité, eh bien, comme tous les jours, c'est Iman qu'on salue. Bonjour. Oui, bonjour Danick, bonjour à tous. Aujourd'hui, au niveau des titres, nous allons parler de beauté. Un salon a été organisé ce week-end où les professionnels se réunissaient au WTC. Nous parlerons aussi du don, de l'importance du don du sang. Une semaine est entièrement consacrée à cette nécessité de don du sang en lien avec la journée mondiale qui aura lieu le 14 juin. Et nous parlerons basket au féminin où le BMBC a gagné au féminin la coupe régionale, ainsi que de la première assise du centre-ville de Valenciennes, un reportage de ICC News. Voilà pour les titres. Voilà, merci Iman qu'on va retrouver tout à l'heure. Pour l'heure, je voulais dire, on va parler de la mission de service civique. Et pour cela, on reçoit la chef de la mission jeunesse au Conseil général. Je vais parler de Marilyn Virapin qu'on salue. Alors, première chose, il faut parler un petit peu, définir un petit peu ce qu'est le service civique pour les gens qui ne le savent pas encore. Alors, en fait, le service civique est un engagement volontaire d'un jeune entre 16 et 25 ans et 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Il s'agit d'une mission qui est assurée pendant 25 heures par semaine et dans le cadre de la convention avec le conseil départemental, c'est 8 mois, mais ça peut aller de 6 à 12 mois. Alors, un jeune qui vous entend et qui veut participer ou en façon bénéficier, entre guillemets, de ce service civique, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, c'est très simple et aujourd'hui, nous sommes là justement pour leur faciliter la vie et leur expliquer, puisque en fait le conseil départemental de la Guadeloupe depuis 2016 a décidé de soutenir les associations qui veulent accueillir des jeunes au sein de leur association pour des activités. Ce qui veut dire qu'en réalité, un jeune qui est en proximité dans son quartier, qui connaît une association qui fonctionne, qui est volontaire, qui a envie de contribuer, puisque en fait c'est une mission de service civique, c'est un engagement citoyen. Il va faire quoi ce jeune? Il va se rapprocher de l'association et lui demander est-ce que tu pourrais me prendre en service civique. Et si l'association n'a pas les moyens financiers, le conseil départemental, en fait, a pris l'engagement de soutenir les associations qui voudraient engager des jeunes en service civique. C'est pour ça que le conseil départemental va assumer l'engagement financier, puisque l'association doit verser aux jeunes 111,89 € en plus de ce que l'État lui donne, qui est de 489 €. Voilà. Alors, quand vous dites le jeune, ça va de quel âge à quel âge? Quel est le niveau d'âge? C'est ce que je disais tout à l'heure, en début de mon propos. Le service civique concerne tous les jeunes entre 16 et 25 ans, jusqu'à 30 ans. Ah, jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 30 ans pour ceux qui sont en situation de handicap. D'accord. D'accord. Et n'importe quel jeune peut être concerné. Cependant, un jeune qui est lycéen ne peut pas entrer en mission de service civique, puisque une mission de service civique, c'est 20 à 25 heures de présence quand même sur le site avec l'association. Donc les jeunes qui sont étudiants le peuvent parce qu'ils peuvent gérer un peu leur emploi du temps. Un jeune qui n'est pas en activité, ça correspond. Un jeune qui a un décrochage, par exemple. Un jeune qui a un décrochage, alors il y a un dispositif spécifique. Pour un jeune, notamment pour les jeunes qui, par exemple, nous arrivons au mois de juin, c'est la fin de l'année scolaire. Les jeunes qui ont raté leur examen peuvent intégrer ce qu'on appelle le service civique alterné. C'est-à-dire qu'il a raté son examen, il a raté son diplôme, il n'aura pas à redoubler
sa classe initiale, il pourra être à la fois en service civique et pouvoir avoir une modulation, une adaptation pour qu'il puisse revenir sur certaines matières avec l'éducation nationale, sur certaines matières pour préparer son diplôme pour l'année suivante. Oui. Donc c'est ce qui est vraiment très intéressant, c'est vous avez le service civique à plein temps et vous avez le service civique alterné pour les jeunes qui sont dans des situations particulières où ils ont raté leur examen et ça, ils peuvent rentrer en contact avec nous puisque nous travaillons en étroite collaboration avec l'éducation nationale et le rectorat pour ce type de service civique, de mission. Qu'on se mette bien d'accord, l'État verse une indemnité d'environ 489 €, c'est ça? Exactement. Aux jeunes. Exact. Et l'association, c'est sous ses fonds propres ou bien c'est sous les fonds qui sont transmis? Merci pour cette question parce que c'est ce qui justifie l'intervention du conseil départemental. C'est que normalement, la structure qui accueille le jeune devrait lui verser ce qu'on appelle l'indemnité de subsistance, qui est d'un montant de 111 €. Oui. Donc, dans le cas présent, ce sont les associations qui accueillent. Si c'est une association qui accueille, elle peut demander au conseil départemental son aide et à ce moment-là, elle n'a plus à payer cette indemnité de subsistance. C'est le conseil départemental qui paye à sa place. C'est 111 € pendant les 8 mois. Oui, qui s'ajoute donc à la somme. Exactement. Oui. Et pour plus de précision, il faut savoir que les jeunes qui sont issus de familles bénéficiaires du RSA... Oui, j'allais poser justement la question. Voilà. Est-ce que le RSA est cumulable avec cette aide? Non, le RSA n'est pas cumulable avec cette aide. Le jeune va devoir, la personne va devoir arrêter son RSA. Mais lorsque le jeune est issu d'une famille de bénéficiaires du RSA, ce qu'on appelle un ayant droit bénéficiaire du RSA, ou c'est un jeune qui est étudiant et qui reçoit la bourse à l'échelon 7, il bénéficie d'une aide sociale, ce qu'on appelle l'indemnité sociale, de 111 € supplémentaires. Ce qui fait, deux fois voilà, ce qui fait 489 € indemnité de l'État, 111 € indemnité de subsistance de l'association et 111 € de l'État en tant qu'indemnité sociale. Vous voyez quand même que ça peut être intéressant pour un jeune. C'est pas rien, c'est quand même au-dessous du seuil de pauvreté. Mais enfin, en tout cas, c'est déjà... C'est déjà mieux que rien. En tout cas, pour un jeune bénéficiaire du RSA en tant qu'individuel, ça lui fait un petit peu plus quand même. Alors, l'autre question, quelle est la durée du service civique en moyenne? Alors, la durée du service civique en général peut aller de 6 à 12 mois. Mais dans le cadre de la convention d'aide du conseil départemental, c'est une mission de 8 mois. 8 mois? Oui. Et donc, vous avez précisé tout à l'heure, c'est 25 € par semaine, c'est ça? Oui, voilà, ça va jusqu'à 25 heures par semaine. C'est entre 20 et 25 heures. Entre 20 et 25 heures? Oui, si c'est un jeune qui est en service civique alterné, c'est 20 heures. Et si c'est le normal, c'est 25 heures. 25 heures, et c'est le responsable de l'association qui gère ce timing? Alors oui, bien sûr, puisque de toute façon, ce qui va se passer, pour que vous compreniez bien l'intervention du conseil départemental, le conseil départemental a choisi d'aider la société civile, donc les associations, à recruter des jeunes en mission de service civique. À ce moment-là, il a aussi fait quelque chose de très important, c'est que recruter un jeune en service civique, comme c'est un dispositif qui existe depuis 2010 et qui est dans un cadre légal, il faut absolument respecter des règles très précises. Nous parlions tout à l'heure de l'indemnité versée par l'État. Donc ça signifie qu'il faut utiliser un logiciel administratif spécifique qui s'appelle ELISA. Et pour ne pas avoir à contraindre les associations à ces obligations qui sont très lourdes, le conseil départemental a choisi de travailler avec la mission locale, qui, elle, est reconnue comme plateforme de service civique, pour accompagner l'ensemble des associations. On décharge donc l'association sur tout ce qui est démarche administrative et tout ce qui est démarche financière. C'est la mission locale qui s'occupe de tout ça. Donc, en fait, l'association, elle a juste qu'une chose: recevoir le jeune, respecter les conditions d'accueil dans lesquelles la mission s'effectue, et c'est 8 mois. Alors, l'autre question aussi, c'est le choix de l'association. Comment, je veux dire,
l'association doit signer une convention, elle est choisie par la collectivité, elle fait appel à la collectivité ou l'inverse? Comment ça se met en place? Alors, la démarche est très simple. L'association a un certain nombre de documents à remplir, mais la première démarche qui va être faite, c'est que vous allez adresser à la mission jeunesse, bien sûr un courrier adressé au président du conseil départemental, à la mission jeunesse, à l'adresse email suivante, mission, M-I-2-S-I-O-N, point, jeunesse, J-E-U-N-E-2-S-E, cg971.fr. Vous adressez la demande au président du conseil départemental sur cette adresse. La mission jeunesse va vous envoyer ce qu'on appelle le catalogue des missions, parce qu'il y a en fait une trentaine de missions que le conseil départemental a choisi de proposer aux associations. Toutes les associations sont concernées. Ça peut être des associations qui interviennent dans le domaine du social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif. Pour vous donner un exemple, il y a 7 thématiques. Il y a culture et loisirs, éducation pour tous, intervention d'urgence. Nous sommes dans un pays où nous connaissons des catastrophes naturelles. Donc, on peut mettre des jeunes en service civique sur des missions d'intervention d'urgence, environnement, mémoire et citoyenneté, santé, sport et solidarité, ce qui fait un total de 30 missions. Pour chaque mission, vous avez le détail des activités et on vous envoie le catalogue. Vous choisissez la mission qui correspond aux activités de votre association et vous envoyez, puisque dedans, il y a également ce que nous appelons la fiche, le formulaire de recueil de besoins. Ce recueil de besoins, vous le remplissez, vous précisez combien de missions que vous voulez. Vous ne pouvez pas recevoir plus de 5 jeunes dans le cadre de cette convention avec le conseil départemental et nous vous répondons puisque votre demande est soumise à la commission d'attribution ou est composée d'administratifs et d'élus. Autre question délicate. Le jeune qui est en service civique, il est considéré comme un salarié ou comme un prestataire? Quel est son statut? Je veux dire, à la fin du mois, il a une fiche de paie avec déclaration USAF, etc. Ou alors, est-ce que tout ça est pris en charge par la mission locale? Alors, vraiment, je suis très, très contente qu'on parle de ce statut parce que être en mission de service civique, c'est un vrai statut. Oui. Ce n'est pas un statut de salarié, mais c'est un vrai statut, puisque, comme je vous dis, le cadre de la mission de service civique est posé par la loi en 2010. Oui. Alors, le jeune n'est pas salarié, il n'est pas employé, mais il a un vrai statut. Et c'est pour ça, justement, qu'il faut un logiciel spécifique qui s'appelle ELISA, et c'est pour ça donc le conseil départemental a choisi de travailler avec la mission locale. Donc la mission locale qui met en charge, exactement. Le logiciel. En réalité, ce qui va se passer, c'est que le jeune est sous la responsabilité administrative de la mission locale et va être mis à disposition au sein de l'association. Oui. Alors, voilà. Je prends un cas un peu limite. Le jeune vient dans une association. Et en sortant en association, il a un accident sur la route. Qui le prend en charge réellement? Est-ce l'association ou la mission locale? Alors, c'est bien, la question est tout à fait juste et ça va être simple. Je répète, la responsabilité administrative du jeune, c'est la mission locale parce que le jeune signe son contrat de service civique avec la mission locale et la mission locale met le jeune à disposition dans l'association. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est très important que l'association respecte les activités du jeune. Oui. Et c'est pour ça que le jeune doit absolument respecter ce qu'on lui dit de faire. Oui. Et c'est très important ce respect puisque c'est vraiment une relation à 4. Oui. Le conseil départemental, la mission locale, oui. L'association et le jeune. D'accord. Il y a 4 interlocuteurs. Il y a 4 interlocuteurs. Il y a vraiment 4 parties. Et c'est pour ça que le président du conseil départemental tient absolument à ce que le jeune soit vraiment dans sa mission de service civique et qu'on ne lui donne pas des choses qui ne correspondent pas et qui ne se retrouvent pas en emploi caché.
Oui, justement, j'allais Voilà. vous poser la question. Voilà. Est-ce que l'association doit respecter des règles, quoi, Ah, bien sûr. Il y a une convention, j'imagine, c'est ça? Il y a une convention dans le catalogue des missions dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous expliquais que pour chaque mission, il y a le nom de la mission, par exemple, ça va être favoriser la mixité sociale. Oui. Dans la mission favoriser la mixité sociale, il y a le détail d'un certain nombre d'activités que le jeune peut faire au sein de l'association. D'accord. Le rôle de la mission locale va être aussi, puisque c'est sa responsabilité, va être aussi de contrôler. Et c'est là où le conseil départemental, Monsieur le Président, a signé convention avec la mission locale pour que vraiment il y ait un regard attentif sur les conditions dans lesquelles le jeune est en immersion au sein de l'association. Donc vraiment faire attention à quelle activité, comment ça se passe, dans quelles conditions, pour que les choses se fassent correctement dans le cadre légal. Et ça va jusqu'à l'évaluation? Ça va jusqu'à l'évaluation. La mission jeunesse est chargée du suivi pendant les 8 mois. Et nous avons, très clairement, il y a un cadre qui est posé, c'est que tous les 2 mois, la mission locale doit faire un entretien avec le jeune et l'association pour savoir dans quelles conditions la mission est mise en place. Mais au-delà de ça, la mission jeunesse, donc le conseil départemental, rencontre pratiquement tous les 15 jours les personnes chargées de la plateforme mission locale, service civique, pour connaître les conditions, pratiquement, j'ai envie de dire, mois par mois, 15 jours par 15 jours, de comment ça se passe dans les associations pour le jeune. Alors, on a peut-être fait le tour, ça va être la dernière question, ou même pas une vraie question. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la fois aux jeunes qui écoutent et aux associations? Alors, ce que j'ai envie de dire aux associations, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident d'accueillir un jeune. Le conseil départemental, le président du conseil départemental vous donne l'opportunité d'accueillir un jeune dans de belles conditions au sein de votre association. Ce qui est important, c'est comment vous l'accueillez. Lorsque vous lui attribuez un tuteur, parce que le tuteur a un rôle très important dans cette immersion professionnelle de 8 mois, n'en faites pas une contrainte pour le tuteur, donnez-lui le choix. Et si le tuteur a le choix, s'il est engagé comme le jeune dans cette activité autour du service civique, ça se passera dans de très, très belles conditions. Maintenant, aux jeunes, j'ai envie de dire aux jeunes, certes, il y a l'attrait financier qui n'est pas négligeable puisque le jeune a près de 800 €, mais c'est surtout pour vous l'occasion d'avoir une vraie immersion professionnelle qui est valorisable dans le cadre de la valorisation des acquis de l'expérience, qui est valorisable dans votre CV et qui plus est vous permet de côtoyer des milieux que vous ne connaissez pas et vous pouvez découvrir des compétences que vous ne soupçonniez pas. Alors, c'est vraiment la dernière question, parce que il me souvient avoir entendu une fois que le service civique pouvait aller en entreprise. Alors, merci, vraiment merci, parce que je voudrais vous dire, l'emploi-service n'existe pas. D'accord. L'emploi civique n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est soit on est en mission de service civique, oui, mais on n'est pas en emploi civique. C'est très, très important. Il ne faut surtout pas confondre. Et c'est malheureusement parce qu'on a beaucoup confondu en disant emploi civique, oui, la majorité, même des parents, disaient mais oui, mais il y a fait mon travail pour rien, pour 800 €. Oui. Non, ce n'est pas un emploi. C'est une immersion professionnelle de qualité, de longue durée, mais ce n'est pas un emploi. Oui, mais vous dites ça, mais je mets un petit prémolo parce que il arrive que des associations exercent une profession. Oui,
Oui, Alors, dans ce cas-là... attention, oui. C'est-à-dire qu'une association peut avoir des salariés, il n'y a Oui. pas de problème, Oui. mais un jeune qui est en service civique n'est pas un emploi civique. Oui, mais une fois qu'il est dans l'entreprise... Non, non, non. Alors, en tout cas... Non, je vous dis ça parce que... Oui, j'entends très bien ce que vous me dites, Monsieur Zandronis. C'est pour cela que j'ai beaucoup insisté sur le contrôle qu'effectue le conseil départemental et le contrôle et la volonté du président du conseil départemental que les jeunes ne soient pas dans un emploi caché quand ils sont en mission de service civique. Oui. Et c'est pour ça qu'il a mis en place des services qui sont là pour contrôler, pour s'assurer que les jeunes ne sont pas en emploi caché, mais bien en mission de service civique. On a bien compris. Merci, Madame Virapin, de toutes ces précisions. J'espère que les jeunes ont bien compris et que les associations aussi ont compris et les entreprises, vous restez de côté, vous n'êtes pas dans le coup. On va revenir tout de suite à l'actualité, puisque l'actualité, c'est l'ammoniac vecteur énergétique. Pour demain, c'est une question qui se pose. Le sujet est prêt et on va pouvoir le voir tout de suite. C'est parti. Nous sommes aujourd'hui à l'hôtel Fort-Fleur d'Épée, à une conférence sur les possibles potentiels énergétiques de la Guadeloupe après la présentation de l'ammoniac et aussi du projet GEO Guadeloupe Éolien Offshore qui est le moteur de production de l'hydrogène et d'ammoniac en Guadeloupe. J'avais pour mission d'essayer d'informer et de convaincre que l'ammoniac est un vecteur d'énergie de demain. Et j'ai été invitée par les personnes qui ont comme projet GEO. Le grand avantage, c'est le coût qu'il a de stockage et de transport qui est nettement diminué par rapport à l'hydrogène. Son inconvénient, c'est que c'est quand même une molécule toxique, donc il faut absolument éviter des fuites d'ammoniac. Mais c'est quelque chose qu'on sait faire puisque l'ammoniac est le deuxième produit chimique utilisé à travers le monde. Donc on sait maîtriser en fait toute la chaîne de sécurité de l'ammoniac et c'est ce qu'on doit transposer dans d'autres secteurs industriels. Le premier avantage d'une production industrielle, c'est de doter la Guadeloupe d'un moteur de croissance, c'est-à-dire une production industrielle de haut niveau qui participera à la réindustrialisation de la France, mais qui va permettre de faire remettre en Guadeloupe la démographie, mais de permettre justement de donner des orientations à la jeunesse guadeloupéenne sur ce qu'on a pu appeler le retour au pays ou tout simplement travailler chez soi et développer de la grande technologie dans leur territoire. Dans le but de décarboner le secteur énergie et le transport, l'hydrogène est venu l'une des solutions pour pouvoir stocker les énergies renouvelables qu'on veut intensifier. Et malheureusement, on a peu de chances de produire toutes les hydrogènes dont on a besoin là où on en a besoin. Donc on est obligé de le transporter et de le stocker. Pour cela, l'ammoniac est le meilleur vecteur. Et l'idée est de non seulement de récupérer l'hydrogène contenu dans l'ammoniac, mais aussi d'utiliser directement l'ammoniac comme énergie, que ce soit dans des turbines à gaz ou des moteurs à combustion interne, comme des groupes électrogènes producteurs d'électricité. Nous travaillons avec le cabinet de Mme Anne Pannier-Winaché au niveau de l'État. Nous travaillons aussi avec la Banque européenne d'investissement sur les études et nous travaillons aussi avec la collectivité régionale qui sera demain le maître d'ouvrage du projet GEO. Alors actuellement, les élus nationaux voient l'hydrogène et n'ont pas tout à fait encore conscience de ce que peut être l'ammoniac. Donc c'est lié aussi à une politique où on imagine qu'on va pouvoir produire l'hydrogène là où on en a besoin et en particulier produire toute l'hydrogène de la France. Et si on regarde ce qui se passe à travers le monde, on voit se dessiner des cartes où on va exporter, importer l'hydrogène et c'est là où l'ammoniac entre en jeu. Voilà, il est exactement 12h54, c'est l'heure de la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres, le retour sur l'actu avec Iman. Mais avant ça, après ça, on aura Edith Evridus, Jean-Michel Gustave Duflo, Bruno Lada et Corinne Glandor pour un petit débat sur la labellisation des TPE. TPE, très petites entreprises. À tout de suite, après la pause. Voilà, il est déjà 13h01. On salue d'abord nos invités. Edith Evridus, bonjour. Président de la commission des TPE de la CCIG. On va saluer Bruno Lada, bonjour. Il est président de l'Union des commerçants de Basse-Terre, l'UCBT. Et Madame Corinne Glandor, elle est présidente de l'Association des commerçants Car Bodo. Bonjour. On attend l'arrivée de Jean-Michel Gustave Duflo, qui est chef de projet à la CCIG. Mais avant, on fait un retour sur l'actu avec Iman. Oui, retour sur l'actu.
là-dessus, mais déjà on fait un petit focus sur la question du jour, qui est: le gouvernement Borne va-t-il tomber? Aujourd'hui, depuis 10 heures ce matin à Paris, les députés français sont appelés à voter pour ou contre cette motion de censure menée par la NUP dans le prolongement justement des réformes macroniennes des retraites. On rappelle que 287 voix sont nécessaires pour faire chuter le gouvernement, et cette motion risque d'être tumultueuse. En tout cas, le RN de Marine Le Pen a annoncé qu'il appellerait à voter en faveur de cette motion, contrairement au LR de Éric Ciotti. Et enfin, la LIOT, qui a ses députés des dernières colonies, qui n'a pas de consigne de vote particulière sur cette motion. On va voir sans transition le salon de la beauté noire qui a eu lieu ce week-end au WTC, où des professionnels de la santé, du bien-être et de la mode étaient réunis pour faire mettre en avant les femmes et les hommes et comment s'aimer en toute liberté. On voit un reportage d'Olivier Moradel. On trouve déjà tout ce qui contourne à côté de la beauté de la femme, maquillage, coiffure, onglerie, bien-être, tout ce qui est pour la femme. Mais aussi cette année, on a pensé aussi aux hommes. On a un barbershop qui peut faire la barbe, la coiffure, puisque bientôt c'est la fête des pères, on a pensé aussi. Donc les femmes trouvent leur bonheur. On a pensé aussi au massage, tout ce qui est par rapport au bien-être. Et puis, pour apporter un petit plus à ce salon, ce nouveau salon qui revient après 3 années d'absence. Le salon, c'est un grand, je dirais, paramètre. Il y a beaucoup de stands et j'ai pu visiter pas mal de stands pour le bien-être de tous. Et je suis arrivée avec un groupe de jeunes, dont il y a une qui est en massage, je dirais, assis. Donc, du dos, il est en train de masser le dos de la jeune et la jeune se sent un peu relaxée par rapport à ça. Donc, c'est vraiment la recherche du bien-être en profondeur. Nous faisons tout ce qui est massage, en fait, du bien-être, c'est-à-dire massage assis. Voilà ce que vous voyez aujourd'hui. Nous faisons aussi le massage relaxant avec des huiles essentielles faites en Guadeloupe aussi. Nous avons aussi toute la partie réflexologie plantaire. On peut se déplacer à domicile aussi, on vient faire les massages, on vient avec la chaise, ou on peut faire aussi avec la table, en étant couché, bien sûr. Alors nous faisons des ateliers beauté pour un petit peu apprendre à faire la routine pour prendre soin de sa peau. Et comme vous voyez derrière moi, on fait actuellement un soin du visage complet à ces personnes ici présentes. Nous faisons ce qu'on appelle de l'entrepreneuriat relationnel, donc on fonctionne en e-commerce. Donc il n'y a pas de boutique physique pour le moment en Guadeloupe, mais ce sera le cas bientôt. Cette année, on est sur une 40aine d'exposants, d'accord? On a apporté des ateliers, des conférences, des masterclass. On a apporté des petits plus, des shows aussi. Donc voilà, ce que tout le public venant au salon cette année va trouver. Un salon à vivre, un salon avec beaucoup plus d'animation. Il y a de la musique, il y a plus de shows. Donc un salon à venir vivre et profiter en famille. Coiffure, lace, look, cocktails. Stylisme, Gilles, Gassi Belsa. C'est un tout grand. Le talk show de la CCI, c'est le jeudi dans le ZCL. Restez connectés. Et aussi le lundi. Alors bonjour Edith Ewilus, merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de la commission des TPE de la CCIG. Votre initiative pour ce premier débat sur justement la labellisation. Alors, petite définition, je salue l'arrivée de M. Gustave Sissuflo, merci d'être avec nous. Alors, comment on va introduire ça pour les TPE, la labellisation? Alors, la labellisation des TPE, c'est-à-dire, d'une certaine manière, un accompagnement de la Chambre de commerce pour voir avec ces TPE pour qu'on puisse rendre plus moderne, plus accessible, donner une autre lisibilité à ces TPE en les accompagnant
pour faire de la formation pour les chefs d'entreprise eux-mêmes, mais aussi pour le salarié, pour revoir la configuration même de la boutique, parce qu'il s'agit d'avoir de nouveaux consommateurs et d'être dans un commerce qui est plus agréable. Et aussi, nous avons très bien constaté qu'après la pandémie, l'attitude du consommateur même avait changé. Et donc, l'attitude du chef d'entreprise doit changer, ainsi que l'attitude de son personnel. Et donc, c'est vrai que nous faisons beaucoup de forums sur la digitalisation, nous faisons beaucoup de forums sur le financement de la très petite entreprise, mais maintenant, il faut prendre cette petite entreprise dans sa globalité pour pouvoir l'accompagner à avoir une autre lisibilité dans le monde économique. Et c'est ainsi que, c'est vrai que la labellisation, on en fait partout en métropole. Et c'est vrai que cette idée a été de Madame Glandor, qui est la présidente de l'association Carl Baudot, qui avait commencé un travail en ce sens depuis 4 ou 5 ans sur la région bastérienne, sur la ville de Basse-Terre. Et donc, comme Madame Glandor, elle fait partie intégrante de la commission des très petites entreprises, elle m'a soumis ce projet qu'elle avait appelé la labellisation des commerces. Et moi, de par la quantité de TPE, puisque 95% des inscrits au registre de la Chambre de commerce sont des TPE. Et donc, on a revu ensemble l'appellation en disant que nous allons labelliser les TPE. Et c'est pour cette raison qu'avec la région bastérienne, la ville de Basse-Terre, les associations de Basse-Terre, M. Lada, Mme Glandor et toutes les associations, on va travailler sur ce projet-là parce que c'est un projet qui prendra du temps, parce qu'il ne faudra pas faire comme certains qui viennent déclamer des projets qu'ils ont créés pour Basse-Terre. Nous, Chambre de commerce, on fait avec les entrepreneurs parce qu'il faut avoir leur aval. Et c'est ainsi que nous avons déjà fait une première démarche, puisque nous avons invité des entrepreneurs de la Basse-Terre avec l'aide de M. Lada, l'aide de Mme Glandor. Nous avons eu pas moins d'une 60aine d'entrepreneurs qui sont déjà dans cette mouvance de labellisation. Justement, alors, monsieur Gustave Duflo, vous êtes chef de projet. Alors, comment ça va se mettre en place concrètement? Comment ça s'est mis en place? Alors, concrètement, merci de me donner la parole. Merci de l'invitation de la part de la présidente et de Canal 10. En fait, l'idée est de, dans un premier temps, sensibiliser les commerçants, les TPE, sur le besoin de progrès, de donner un gage de sûreté, de confort aux clients qui arrivent dans leur boutique. Et donc, dans un premier temps, nous allons mettre en place ce qu'on appelle une auto-évaluation, un auto-diagnostic, c'est-à-dire le commerçant va lui-même nous dire ce qu'il a par rapport à un cahier des charges que nous allons lui remettre. Il va nous dire, voilà, sur le point, par exemple, de l'accueil, je prends l'accueil téléphonique, par exemple, ben, j'ai un système nouveau, je réponds à la 2e sonnerie ou je réponds à la 6e sonnerie, par exemple. Et nous, en fonction du cahier des charges, il va s'auto-diagnostiquer. Nous allons récupérer cet autodiagnostic et nous allons pouvoir faire passer soit l'agent de la Chambre en charge de ce dossier, ou alors un cabinet mandaté expressément pour pouvoir évaluer, lui aussi ce cabinet, ce qu'a dit l'entreprise en termes d'autodiagnostic. Et la différence entre les deux fera qu'au regard du cahier des charges, nous allons pouvoir faire des préconisations, soit pour faire des travaux, soit pour mettre en exergue un certain nombre de difficultés ou de déficiences pour mettre à niveau. Et à ce moment-là, nous allons donner un temps je dirais, d'ajustement aux commerçants pour qu'ils puissent avoir un point de vente, une entreprise, une TPE qui soit dans la mesure labellisable. D'accord. Alors, je me tourne vers ces deux représentants d'associations bastériennes, Mme Glandor et M. Lada. Au regard de ce que vous avez entendu, est-ce que ça correspond à vos attentes? Bien, tout à fait, parce que l'idée nous est venue au niveau de Carl Baudot depuis 2017. Parce qu'au niveau de notre association, on cherche toujours l'excellence, la qualité et l'exemplarité.
Donc, on s'est dit, pourquoi pas réfléchir sur ce label. Donc, on a vu avec la CCI, et il y a déjà un certain nombre d'adhérents, parce qu'on a déjà fait une première partie, et il y a un certain nombre d'adhérents de notre association qui ont déjà répondu à l'auto-diagnostic de ce label. Et donc, l'idée, c'est toujours améliorer la qualité du commerce, la qualité des entreprises de Carte-Boudot et de la ville de Basse-Terre. Parce que l'objectif pour nous, en tant que président de l'association, c'est de faire de la ville de Basse-Terre une ville où les gens viendront, parce qu'on a toujours tendance à entendre que Basse-Terre est bon. Non, là, l'idée, c'est... avec le président du CBT. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir des commerces de qualité, d'aider les entreprises à s'améliorer sous le plan gestion, peut-être informatisation de leur entreprise, leur vitrine, enfin, répondre au cahier des charges de façon que l'entreprise elle-même puisse évoluer. Parce que qui dit label, dit qualité. Donc, il faudrait que le commerçant ou l'artisan ou le chef d'entreprise puisse être conscient que pour être labellisé, il y a un certain nombre de démarches à mettre en place, de choses à faire. Et nous, on veut vraiment qu'au niveau de la ville de Basse-Terre, je ne dirais pas 100%, mais que la plupart des commerces soient attractifs, que la plupart des commerces soient de qualité et que le client, quand il arrive, il sait qu'il vient dans une ville où il pourra acheter et commercer avec des boutiques de qualité. C'est surtout ça. Alors, monsieur Lada, d'abord, avant de parler de la labellisation, vous parlez un petit peu de l'état du commerce à Basse-Terre, puisque, comme disait Mme Grandot, souvent on dit Basse-Terre est mort, Basse-Terre est enterré, moun ba avine Basse-Terre encore, enfin, etc., etc. Quelle est la situation aujourd'hui, depuis que vous êtes président du CBT? Est-ce que vous sentez quand même qu'il y a une montée en gamme? Alors oui, tout à fait. Moi, je pense que Basse-Terre est en train de monter en gamme. Parce qu'on a souvent des gens qui nous demandent pour pouvoir chercher des locaux, hein, pour pouvoir investir à Basse-Terre. Moi, je dis souvent, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, hein, nous Basse-Terriens. Parce qu'on est les premiers à dire qu'il n'y a rien à Basse-Terre. Et souvent, quand je dis, mais vous trouvez quoi? Qu'est-ce que vous ne trouvez pas à Basse-Terre? Bon, on trouve un peu de tout, finalement. D'accord? C'est si on arrive justement à consommer le Basse-Terrien ou le sud Basse-Terre décide de consommer au niveau de Basse-Terre, je pense qu'on va monter en gamme rapidement. Donc, et faire de la communication, parce que, ben, écoutez, pas plus tard que ce week-end, j'ai mon fils, je lui dis, bon, ben, écoutez, on va au bowling à Basse-Terre. Il me dit, ah bon, il y a un bowling à Basse-Terre? Donc, c'est pour vous expliquer que... C'est pour vous expliquer que il faut justement qu'on puisse communiquer, dire ce qu'il y a de bon à Basse-Terre. Voilà, exactement, et arrêter de dire qu'il n'y a rien à Basse-Terre, alors que c'est complètement faux. On a des commerçants qui cherchent à investir à Basse-Terre, et à tel point qu'on ne trouve pas de locaux commerciaux pour pouvoir libres, en tout cas. Alors, on vient sur la libéralisation, mais juste une dernière petite question. Est-ce que vous avez le sentiment quand même, Mme Glandon va peut-être répondre, que Baïf devient le petit Jarry de Basse-Terre? La zone, je parle de la zone artisanale. Non, parce que je vois tous les jours qu'il y a des choses qui se développent là. Dans la zone de Baïf, on va trouver quand même des moyennes entreprises, tandis que dans la ville de Basse-Terre, c'est vraiment des très petites entreprises. C'est des TPE. Donc, plus commercial. Oui. Plus commercial, plus dans, je dirais, c'est des entreprises qui sont plus dans tout ce qui est prêt-à-porter, chaussures. Donc, dans la ville, c'est vraiment ça. Et dans les environs de Basse-Terre, la zone de Baïf, Calbacé et tout, c'est déjà, je dirais, des moyennes entreprises et c'est pas le même type de commerce. C'est pas le même type, c'est vrai. Alors, sur la labellisation, comment vous allez faire passer ce message vers les commerçants de Basse-Terre pour que, bon, c'est une forme de modernisation, qu'on ne veuille ou pas? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une bonne initiative, hein, et ça permet justement aux gérants d'entreprise de pouvoir se développer. On est là pour les accompagner, pour leur expliquer comment faire. Ne serait-ce que justement par rapport à la charte au niveau des façades, des enseignes, et puis la façon d'accueillir. Il y aura certainement aussi, on va pouvoir se développer au niveau de l'anglais et tout pour pouvoir attirer notre clientèle. Donc je pense que les adhérents... Il y a le port aussi. Il y a le port. Il y a le port qui est en train de se développer un petit peu. Oui. Donc en fait, je pense que ça va inciter justement nos adhérents
à travailler un petit peu et de mettre la main à la pâte pour pouvoir être accompagné par rapport à la CCI. Moi, je dirais que déjà au niveau de notre association Carte Boudot, on a fait le constat de labellisation, d'être labellisé parce que on trouvait que déjà, on avait un certain nombre de commerçants, notamment à la rue Boudot, Shellshare, Dr Cab, un certain nombre de commerçants qui avaient des boutiques déjà qui pouvaient rentrer dans un cadre particulier. Oui. D'où on a dit, bon, c'est vrai que les gens font des efforts, les chefs d'entreprise font beaucoup d'efforts, donc il faut reconnaître ces efforts qui sont faits par les chefs d'entreprise, c'est-à-dire valoriser l'effort fait parce que vous avez de très belles boutiques, hein, à la rue Boudot, à la rue partout à Basse-Terre. On ne dira pas que c'est toute la ville, mais il y a de très belles boutiques qui méritent d'être reconnues et qui sont de qualité. Oui, et qu'il faut vraiment revaloriser le chef d'entreprise qui fait l'effort d'améliorer son entreprise. Parce qu'on nous a considérés comme non nécessaires lors de la crise Covid. En période de la pandémie, alors je vais vers la CCI, oui. Si je peux ajouter un mot. C'est vrai que pendant la pandémie, on a eu droit à savoir qu'il y avait des commerces essentiels et des commerces non essentiels. Oui, voilà. Donc, ce qui a un peu choqué tout le monde, parce que tous nous avons nos entreprises et à mon humble avis, tous les commerces sont essentiels. Mais ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'à Basse-Terre, effectivement, comme je vais souvent, puisque je travaille en proche collaboration avec les associations de la Basse-Terre, il y a des boutiques, c'est vrai, qui sont très bien. Des boutiques où il y a un petit coin salon, où on a envie d'y rester. Et donc, dans la labellisation, il va aussi être question de former le personnel, former le patron, pour que ces gens-là aient une autre humeur dans cette boutique. Quand quelqu'un arrive, pour qu'il y ait un peu de... Pas seulement le sourire, mais aussi former le patron à accompagner l'employé, le personnel, parce que maintenant, il y a une autre forme de commerce. On commerce autrement. Il y a aussi ce qu'on appelle le pari gagnant-gagnant de l'entreprise, c'est-à-dire donner plus de mieux-être, être plus attentionné au bien-être du salarié dans l'entreprise. Parce qu'un salarié où il y a l'attention vers ce salarié, où il y a sa valorisation qui se met en place, c'est un salarié qui arrive au travail gaiement, de bonne humeur et qui a envie de faire fructifier son entreprise. Donc, et à la Chambre de commerce, nous sommes en train, le pôle formation est en train aussi de revoir toutes les formations pour que nous puissions accompagner les commerces, faire des formations en adéquation avec le commerce, les commerces, pour que nous puissions accompagner ces TPE à avoir toute leur place dans l'environnement économique de la Guadeloupe. Ça veut dire, M. Gustave Duflo, que l'offre de formation doit s'étendre. Il doit s'ouvrir vers les commerçants, les chefs, enfin, comme dit Mme Willis, vers les patrons, mais aussi vers les salariés. Alors, ça a toujours été le cas avec la CCI des îles de Guadeloupe, puisque j'en veux pour prouver à une certaine époque, la présidente elle-même mettait en place ce qu'on appelait des forums décentralisés où on allait dans les communes et on venait avec toutes les directions, tous les services de la Chambre pour proposer notamment la formation aux chefs d'entreprise qui, avec un regroupement, pouvaient bénéficier d'une formation in situ. C'est-à-dire que c'est la CCI qui venait sur place. À partir du moment où il y avait un petit groupe de commerçants qui voulaient être formés en anglais, en informatique, etc., eh bien, nous venions in situ. Donc, les pratiques, pour nous, doivent évoluer. Et c'est pour ça que je pense que l'essence même de ce label, cette labellisation, c'est de faire évoluer les pratiques. Parce que le client doit sentir, quand il vient dans un commerce, c'est comme s'il venait dans une famille où il est bien accueilli, il a des repères, et c'est ce que la présidente cherche à faire avec les associations. Oui, parce que notamment. Le client, il doit rester plus longtemps. Rester plus longtemps, c'est être à l'aise dans ce commerce. Et rester plus longtemps dans le commerce, c'est faire un choix plus vaste, et c'est acheter plus dans ce commerce. J'ai envie de vous poser la question, Mme Grandon, et aussi à M. Lada. Est-ce que vous avez conscience que les commerçants bastériens ont pris conscience de ce besoin, de ces besoins même? C'est-à-dire qu'il y aura un travail de sensibilisation, je dirais, à mettre en place. C'est vrai qu'au niveau de Carte Boudot,
nos adhérents sont conscients. Oui. Vraiment, le travail a été fait. C'est le premier stade de la conscience, mais après... Oui, c'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'il faut évoluer, ils sont conscients qu'il faut améliorer leur entreprise, ils sont conscients de ça. Bon, après, c'est tout l'accompagnement qu'il faudrait que le commerçant sache que pour obtenir le label, il y a des choses, il y a un cahier des charges. Oui. Donc, il faudrait que le commerçant, je dirais, accepte de mettre en place ce cahier des charges. Et c'est où la CCI va nous accompagner, parce que nous, on va faire le travail en amont pour inciter nos collègues à se faire labelliser. Oui. Et après, quand ce travail-là est fait, la CCI prendra le relais et la CCI va organiser, comme il dit, des formations, mettre en place un certain nombre de choses pour permettre à l'entrepreneur d'améliorer son entreprise. De toute façon, ce n'est que bénéfique pour l'entrepreneur d'avoir un label qualité. C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance et de toute façon, on a discuté avec la présidente, un label ne se fait pas sans communication non plus. Donc, il y aura toute une communication autour qui va permettre aux gens de connaître le label. Ça veut dire que, M. Lada, il va falloir que vous preniez votre bâton de pèlerin, que vous passiez de commerce. Combien de commerces qu'il y a à Bastia globalement? Vous avez un chiffre à peu près? Il faut compter au moins 250 à peu près commerces voilà, au centre-ville. Mais il faut savoir, alors c'est vrai que nous, à Bastia, on a un atout quand même, c'est au niveau de l'accueil, d'accord, parce qu'ils font, on a un centre médical qui est pas loin, où on a des gens de la Martinique, on a des gens de partout qui viennent et qui nous disent qu'effectivement, déjà, au niveau de l'accueil, ils se sentent bien, d'accord. Au niveau de la sécurité aussi, ça va. Oui. Donc, effectivement, il va falloir que je prenne mon bâton, mais on a déjà quelques atouts déjà pour pouvoir avancer. Alors, l'autre question essentielle aussi, c'est les heures de fermeture. Parce que quelquefois, à Bastia, quand je quitte le ZCL, je descends à Bastia, j'arrivais aux 17h, tout est fermé. Non, c'est-à-dire ça fera partie du cahier des charges. Il y a il y a un questionnement, il y a un cahier des charges qui est vaste. Oui. Et c'est pour cette raison, il faut qu'on communique là-dessus. Il faut communiquer, convaincre le chef d'entreprise. Oui. Et voilà, parce que ce n'est pas un travail qui se fera d'un claquement de doigts. Et pourquoi on a choisi Bastia? C'est parce que c'est Bastia qui a porté le projet à la Chambre, mais c'est aussi, les commerçants sont déjà plus en avant. Donc, Bastia sera pour nous, Chambre de commerce, ville exemple, laboratoire. Et ensuite, quand on va réussir cette labellisation avec les entrepreneurs de Bastia, nous partirons maintenant avec notre bâton de pèlerin pour les autres TPE de la Guadeloupe, mais nous allons peut-être donner un petit arrangement à chaque... Bon, peut-être les commerces de Bastia et Petit Canal, c'est pas pareil. Donc, nous allons pouvoir peut-être juste modifier, mais Bastia sera le laboratoire. Mais très rapidement, parce qu'on va prendre la pause, est-ce que cette question de labellisation, par exemple, une ville comme Moule est déjà plus en avance? Oui, on suppose. Mais ce que je dis à la Chambre, c'est que j'incite les commerçants à se mettre en union commerciale. Oui. Puisqu'avec, c'est vrai, des unions commerciales qui sont organisées sur la Bastia, ça nous facilite la tâche. Et c'est pour cette raison que je vais dire de mes voeux à tous les commerçants de la Guadeloupe de nous appeler, de voir avec nous, puisqu'on peut les accompagner à se mettre autour d'une association et le travail sera vraiment plus facile pour nous à la Chambre. Merci. 13h25, deuxième pause tout de suite et on se retrouve dans un instant après cette pause pour continuer présenter les informations avec notre ami Iman qui est déjà prêt. À tout à l'heure. Voilà, 13h31, avant de reprendre les derniers instants de ce débat sur les TPE et la labellisation, retour sur l'actu avec Iman. Oui, retour sur l'actualité où nous avons déjà traité de l'ammoniac qui est un vecteur énergétique pour demain ainsi que du salon de la beauté noire. Nous nous tournerons tout à l'heure sur la semaine exceptionnelle du don du sang ainsi que sur la finale féminine de basket. Mais voici un sujet sur les 17e assises du centre-ville de Valenciennes. On voit un reportage d'ICC News.
Cap Excellence est en charge du développement économique pour les 3 villes que sont les Abîmes, Bémao et Pointe-à-Pitre. Et notre objectif, c'est, suite aux différentes crises et dans le cadre même de cette mission, de renforcer l'attractivité de notre territoire, singulièrement de Cap Excellence, et d'apporter à l'entrepreneuriat un regain d'activité, puisque après les crises que nous avons connues, eh bien, il est urgent et tout à fait utile d'améliorer l'environnement, le développement économique à travers des nouvelles créations, en tout cas d'assister et d'accompagner les acteurs qui sont déjà en place pour pouvoir créer de l'activité et de l'emploi. Le président de Cap Excellence, M. Éric Jalton, en accord avec les maires de la communauté d'agglomération Cap Excellence, tient beaucoup à ce que cette attractivité de nos 3 villes membres soit vraiment développée à travers les missions qu'il nous a données, et en même temps en étant très proche des commerçants des 3 villes de notre territoire pour faire avancer le développement économique, les porteurs de projets et le commerce tout naturellement. Évidemment, qui dit redynamiser ces villes, ces communes, demande aussi des budgets, des moyens financiers. Absolument, et vous savez que les budgets sont contraints actuellement, donc nous sommes obligés d'imaginer, d'innover et d'être aux côtés de tous nos créateurs d'entreprises, des entreprises existantes déjà, de manière à qu'ils gardent le moral et qu'ils arrivent à dynamiser leur entreprise et à créer des activités nouvelles, tout au moins d'améliorer et d'avoir une nouvelle vision, puisque le monde a changé. Nous devons donc évoluer et trouver les moyens d'aboutir aux missions que nous avons, de créer en tout cas beaucoup d'activités. Et c'est en ce sens que ces assises, ces 17e assises du centre-ville en mouvement sont extrêmement importants, puisque je vois là différentes propositions avec l'accompagnement des collectivités, l'accompagnement de Cap Excellence qui investit beaucoup auprès de ces entreprises, et c'est là notre mission d'être tous les jours sur le terrain, c'est important. À travers les assises, le centre-bourg, il y a matière à l'attractivité, au développement du commerce, faire revenir les habitants au cœur en fait du bourg, et des idées, des propositions émergent en fait à travers les assises. Et nous, élus de la Guadeloupe, et particulièrement des Abîmes, il y a des thématiques sur lesquelles on pourra travailler pour permettre le développement du centre-bourg des Abîmes. Voilà. Oui, voilà. Revenons sur l'Europe et sur le décès de Silvio Berlusconi, qui à 86 ans nous a quittés. Cet ancien chef du gouvernement italien était adoré ou détesté, mais il restait très populaire en Italie. Il s'est fait connaître justement par ses investissements dans les médias et aussi dans le football. Il était propriétaire du Milan AC et du groupe de télévision Mediaset. Silvio Berlusconi a été à l'origine de l'avènement de la télévision privée en France avec la création de la 5, et récemment s'était porté volontaire pour la reprise de la fréquence M6 aux côtés de Xavier Niel, qui est le propriétaire de Free et sauveur de France Antilles. Merci. Voilà. Alors, on revient sur le débat avec Tite Vrilis, Jean-Michel, Gustave Diduflo, Bruno Lada et Corinne Glandor. On parlait de la libéralisation et Mme Vrilis a même mot à ajouter. Juste faire passer un message pour que les associations de commerçants comprennent très bien comment ça se passe entre la chambre de commerce et eux. Donc, quand ces associations-là ont des manifestations, il ne suffit pas de nous donner un programme 3 semaines avant la date butoir. Il faut déjà travailler en amont avec la chambre, 3, 4, 5 mois, proposer, présenter le projet qui est en adéquation avec l'activité commerciale, et pour que nous puissions voir en réunion de bureau si oui ou non, comment financer cette action-là. Il ne s'agit pas de venir 3 semaines auparavant, nous donner un programme et nous dire, bon voilà, il faut financer. On peut financer, on peut accompagner, parce que c'est pour le bien-être de l'économie du pays, mais dans tout, il y a une règle. 3 ou 4 mois auparavant, emmener le projet, poser le projet, et nous, en réunion de bureau, on statue sur le projet et on finance. Et c'est comme ça que les associations de Basse-Terre
entre autres Carl Baudot et avec M. Lada. C'est de cette manière-là que nous fonctionnons et c'est pour cette raison qu'ils ont toujours eu l'accompagnement de la Chambre. Je prends pour preuve, au mois de novembre, l'association Carl Baudot a une manifestation sur 2 jours. Déjà, la semaine prochaine, le dossier, il est posé sur le bureau de la Chambre. Et donc, c'est pour que nous puissions prendre le temps qu'il faut, peut-être questionner Mme Glandor là-dessus et mettre l'accompagnement financier à disposition. Donc ce message ne s'adresse pas à vous. Non, ce message s'adresse à toutes les associations de commerçants de la Guadeloupe qui ont peut-être peur de faire le premier pas. Je dis au président d'association, venez nous voir, appelez-nous, nous sommes là pour ça. Nous sommes là aussi pour vous accompagner à vous mettre en union commerciale et on est là pour vous dire, voilà comme ça qu'il faut faire. Justement, je pose la question à M. Lada. Est-ce qu'il existe une fédération des associations de bourgs, de villes, etc. en Guadeloupe? C'est-à-dire entre Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, Cap-Esther, Morne-à-l'Eau, enfin je ne sais pas. Est-ce que ça existe déjà? Alors, pour l'ensemble des communes, non. Mais il existe déjà une fédération justement avec Mme Glandor qui va vous parler mieux que moi par rapport à ça. Mais c'est un projet qui est en cours, effectivement, et je pense que Mme Glandor est plus apte à répondre que moi. Donc ça veut dire, enfin avant de répondre à Mme Glandor, ça veut dire que ce que dit Edith, il va falloir faire passer le message au niveau de toutes les communes de la Guadeloupe et des associations de commerçants. Alors, c'est vrai qu'il existe la Fédération Laboratoire Grand Sud Caraïbes, qui a été créée pendant la pandémie avec les collègues présidents d'associations dans les communes du Sud Basse-Terre. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore présenté cette fédération dans la mesure où, avec la pandémie, il y a des associations qui ont eu des difficultés, qui sont en train de se remonter leur association. Donc, c'est pour cette raison qu'on est un petit peu en stand-by. Mais il existe dans le Sud Basse-Terre une fédération laboratoire Grand Sud Caraïbes qui est présidée par moi. Et on a 11 associations d'acteurs économiques dans cette fédération. Dans toutes les communes de la Guadeloupe, de Basse-Terre, du Sud Basse-Terre, Cap-Esther à Bouillante. Saint-Claude compris? Saint-Claude, mais comme je vous ai dit, c'est pas dans toutes les communes où il existe des associations d'acteurs économiques. Parce qu'en fait, ce qu'elle dit ici, ça existait, ça faciliterait bien sûr les manifestations et l'accompagnement. Ah ben bien sûr, bien sûr. Vous êtes d'accord? Je crois que c'est quelque chose pour laquelle très tôt la CCI a œuvré. Nous avons toujours demandé aux personnes volontaires, aux commerçants volontaires, de se muer en association parce qu'il est plus pratique pour nous aussi, agents, d'avoir un référent, une référence pour pouvoir faire passer la politique, le projet, la stratégie de la Chambre au niveau de ces associations. À Baïf, on a tenté. C'est vrai que c'est quelque chose de difficile. Hein. À Baïf, la CCI avait comme référent, il y a une association, hein, mais la mettre en action, en activité, c'est la difficulté. Oui. Voilà, c'est la grande difficulté. C'est pour ça qu'on est encore dans le stade d'organisation pour cette fédération. Et parce que dans toutes les communes du Sud Basse-Terre, il existe des associations, mais qui ne sont pas actifs. Donc on est en train de faire ce travail au niveau de la Fédé, et de manière que tout le monde, quand tout sera bien, toutes les associations seront actives, on va présenter cette fédération, parler des objectifs. Alors, la question qui dérange, tout à l'heure, on a vu un reportage de l'association de Cap Excellence envoie 2 de ses représentants au 17e assise du centre-ville à Valenciennes. Comment vous travaillez avec CSBT? Très bien. Très bien? La preuve, je sais qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Non, mais alors, je vais vous dire, on travaille très, très, très bien avec le Grand Sud Caraïbes, dans la mesure que Carl Baudot, c'est, si vous voulez, c'est le Grand Sud Caraïbes qui nous a aidés à mettre en place cette association. Donc, et depuis 2014, on fonctionne avec le Grand Sud. On a toujours été accompagnés, on a toujours été... Monsieur Abelli, il est ouvert. Il est très ouvert, quel que soit, même avant Monsieur Abelli. 2014, c'était... Madame Michaud, après il y a eu Beaugendre. On a toujours été, comme avec la CCI, en général, les chambres consulaires nous accompagnent vraiment au niveau de Carl Baudot. On n'a pas de difficulté pour être accompagné. Alors, il dit, c'est M. Gustave Dufault, on peut dire que Basse-Terre, c'est un modèle.
Oui, Bastère sera un modèle parce que le programme de la labellisation peut aussi créer l'envie à d'autres acteurs économiques de se mettre en association parce que ça ira plus vite si on a un référent, comme le dit M. Gustave Diduflo, dans les communes. Donc, nous sommes là pour accompagner et je vais dire aux commerçants de Basse-Terre de se rapprocher des deux associations, l'UCBT, Carl Bouteau, de se rapprocher de la Chambre de commerce pour qu'ils puissent prendre les renseignements et nous ferons des réunions de proximité pour expliquer, parce que pour que ce commerçant puisse adhérer à la démarche de labellisation, il faut qu'il comprenne aussi, et il ne faudrait pas non plus que ça coûte trop cher à ce client. Donc, nous sommes une CCI de proximité avec nos TPE et je pense que d'ici l'an prochain, nous serons en mesure de venir sur Canal 10 et de vous dire que nous avons peut-être 300, 400 TPE labellisés en Guadeloupe. Ce sera l'idéal. En tout cas, on vous remercie d'être venu. Vous avez une dernière information peut-être? Alors, une dernière information que je donne aux entrepreneurs, parce que ça bouge toujours à la CCI, hein, et je profite de féliciter les agents de la Chambre. On fait un travail colossal, vous l'avez remarqué aussi en tant que presse, le travail que fait la Chambre d'accompagner les créateurs, les jeunes créateurs ou alors les entreprises qui sont déjà là depuis très longtemps. Après le vif succès de la conférence que nous avions eue avec les universitaires, il n'y avait pas moins de 130 personnes qui ont assisté à près de 3 heures de conférence. Et là, jeudi 15, nous avons un très beau séminaire avec l'association des jeunes avocats en direction des TPE. Donc, pour le bail commercial, comment gérer les absences du salarié, comment gérer, je ne me rappelle plus, les ressources humaines, etc. Donc, parce que souvent, les TPE ont peur d'aller vers des conseils, vers un expert comptable, vers un avocat. Et donc, nous allons mettre les chefs d'entreprise des TPE et l'association des jeunes avocats face à face pour que les gens puissent libérer leurs paroles et dire leurs craintes et casser cette peur qu'il y a entre les patrons de TPE et les avocats. Donc, j'invite tous les chefs d'entreprise à venir jeudi à partir de 9h30 au WTC pour assister à ce séminaire qui sera très intéressant. Voilà, bien, on vous remercie. Il est 13h45. Dans un instant, on va recevoir Jean-Luc Divial pour sa chronique. Mais pour l'heure, on revient à l'actualité, la semaine exceptionnelle du don du sang. Reportage Olivier Mourandel, c'est parti. Cette campagne a lieu du samedi 10 au samedi 17 juin. Donc nous sommes ouverts aujourd'hui jusqu'à 19h. Lundi 12 et mardi 13 de 13h à 18h et du mercredi 14 au samedi 17 de 11h jusqu'à 19h. Chaque année, je fais. J'ai toujours quand c'est proche de mon domicile généralement, mais là, comme je suis sur mon poste de travail, pendant la pause, on s'est éclipsé pour pouvoir donner, mais je suis une donneuse assez régulière. Je pense que ça permet de toucher peut-être un plus grand public, parce que c'est vrai que quand c'est dans les communes, oui. Mais par exemple, moi qui habite Port-Louis, j'ai pas forcément le temps de pouvoir y aller. On n'a pas forcément le temps d'aller aux abîmes. Moi, je trouve que pouvoir toucher un plus large public au niveau des centres, c'est une bonne opération. C'est un centre commercial qui est très fréquenté. En fait, c'est la 2e année que nous organisons la semaine du don du sang, autour de la journée mondiale du don du sang qui se déroule le 14 juin. Et qui est, je dirais, la journée mondiale pour l'ensemble du don du sang sur l'ensemble du monde. Alors, pourquoi d'Estréland? Eh bien, parce que c'est un établissement, un centre commercial qui est très fréquenté, qui nous permet de convaincre de nouveaux donneurs, et ça, c'est très important pour nous. Et ça nous permet, sur toute la semaine, de gonfler les stocks, parce que nous avons besoin énormément de produits sanguins comme tous les ans pour remonter les stocks. Nous avons besoin de sang en fait sur la Guadeloupe et c'est un acte vraiment important pour notre population pour avoir le sang nécessaire pour soigner les gens en fait. Une très belle occasion effectivement avec une très belle installation et puis tout est parfait. Moi je trouve franchement on est très bien accueillis, on est très bien pris en charge et voilà c'est top. Alors le don du sang, c'est assez simple. Ça dure à peu près 40 minutes, 45 minutes. Ça commence par le remplissage d'un questionnaire sur votre état de santé. Et ensuite, on va vous enregistrer au secrétariat.
Suite à cela, vous allez avoir un entretien avec un médecin, ce qu'on appelle l'entretien pré-don, qui va évaluer votre capacité à donner votre sang. Et si vous êtes éligible, c'est-à-dire que si vous pouvez donner votre sang aujourd'hui, eh bien on va vous prélever. Et là, le don du sang dure à peu près une dizaine de minutes, pas plus. Suite à ce don du sang, on vous demande de rester une vingtaine de minutes pour la collation. C'est important, c'est une période de repos qui permet à votre corps de retrouver son équilibre après votre don du sang. Ça vous permet aussi de vous reposer un petit peu dans un endroit tout à fait agréable. Bon, Adjolo est là et bien bonjour, Tep. Bien bonjour, Mboté. Ah, on va en connaître lui. Hein. Oui. Ah oui, ça finit par passer. Oui, alors, Jodla Kanouka dit. D'ailleurs, pour y en a bien content de retrouver tout le monde, c'est vrai, et nous avons parlé de Bitin. Jean-là, nous avons langue nous là, ça peut empêcher de nous réfléchir et voir intérêt en nous. Il est pour nous faire ça, remettre tout bitin en ordre, puisqu'il nous croit qu'il n'y a pas ni méthode qui peut permettre nous toucher ça nous voulait scientifiquement. Donc, en préparant une communication pour ça qui a douté encore, eh bien, vous voyez qu'il y a une méthode scientifique qui peut permettre nous savoir où la langue nous sortir. Nous voulez? En nous aller. Donc, l'impératif du dialogue avec les enseignants et les acteurs culturels au sujet de notre langue maternelle, il j'allais pour nous causer. Parce que si nous voulons bâtir un outil, plus qui apprendre à marquer, il faut nous-mêmes nous former, il faut nous connaître en sérénité, pas attendre d'autres connaître avant nous. Donc, il faut quitter les idéologies, quitter les inversions accusatoires au bénéfice de la science, parce qu'on nous reproche des choses et en fait, on nous vend un passé erroné. On érige des concepts purement idéologiques en vérité historique. On fait fi de la pensée symbolique de la langue. On préfère raisonner selon la théorie des mélanges, la théorie des apports, qui n'ont rien à voir avec la linguistique, pour nous vendre une espèce de construction vraiment idéologique, mais aussi fantasmagorique de notre langue. Et on mélange génétique et linguistique. Ça n'a rien à voir. Donc aujourd'hui, il faut mettre du milieu dans tout ça. Tout ça, il faut oublier tout ça. Cette approche-là. Parce qu'elle nous déroute, elle nous désoriente. Je vais rappeler, la méthode linguistique descriptive utilisée par nos détracteurs ne permet pas de connaître le passé d'une langue. C'est très important ce que je dis. Elle ne sert qu'à décrire l'existence d'une langue. Seule la méthode comparative historique en marquée en rouge est habilitée à connaître l'origine, le passé, l'histoire d'une langue. La parenté génétique obéit à des lois de mutation phonétique stables et constantes dans le temps. Il faut écarter les mots d'emprunt, donc le français et tout ça, les termes français, les correspondances fortuites, le hasard, les correspondances de surface. Beaucoup de travaux qui sont poursuivis aujourd'hui, c'est correspondances de surface. Nous avons vu un mot dans la langue, nous avons vu dans la langue, nous avons dit, ah, eh bien, c'est là, il sorti. Non, non, non. Bien là, ça peut faire avec 10 000 langues assis la terre et il est mâché. Donc, en réalité, on aura l'occasion de revenir sur ce point-là particulièrement. Mais il faut sortir de cette vision-là si nous voulons vraiment donner un contenu pertinent à nos enfants. On a tout un travail de reconstruction du contenu pédagogique qu'on doit faire concernant notre langue. Et il y a moyen de savoir, par une méthode, et je vais vous montrer comment elle se déploie, il y a moyen de trouver et de comprendre comment une langue se déploie dans le temps. Une langue a une histoire. Regardez, on va partir des langues européennes. 5 langues européennes. Regardez, le français dit dans, l'italien dente, l'anglais tous, le néerlandais tante et l'allemand san. On serait tenté de dire que ce sont des langues différentes qui n'ont pas de parenté génétique. Mais comment on peut approcher cette question et vérifier qu'il y a une parenté génétique? Eh bien, il faut dégager des lois qui sont constantes. C'est-à-dire l'évolution de cette langue doit obéir à des règles qu'on peut retrouver, quel que soit le mot considéré dans ces langues quand on les compare. Alors, vous voyez qu'en français, le mot « dans », eh bien, la consonne préfixe, c'est un « d », mais en anglais, c'est un « t », et en allemand, c'est un « z ».
alors on pourrait penser que ce sont des langues qui diffèrent. Est-ce que cette loi est constante? Est-ce que loi-là, c'est constant? On aurait pu trouver plein d'autres exemples à vous montrer. Je vais prendre simplement le mot 10 que je vais ajouter. Et on va vérifier. Regardez bien, vous tous, vous êtes étudiants, vous êtes enseignants de la langue créole, comme vous l'appelez. Regardez, quand la série que j'ai montrée, le comparatif entre le mot « dans » et le mot « 10 » montre que la correspondance est régulière parce que vous voyez que c'est toujours le même « t ». Hein, l'anglais dit « tous », il dit « ten », l'allemand dit « tsan » et « tsen ». Donc vous voyez que c'est régulier, c'est-à-dire que c'est toujours la même consonne préfixe qu'on retrouve pour toutes les deux et en comparaison avec le français. Donc il y a une parenté génétique entre ces langues. Qu'en peut-on dire pour les langues Congo? Regardez, nous, cet animal, on l'appelle Congolio. Mais en Pendi, on dit Ngongolo. En Kisundi, on dit Ngongolo. Vous voyez que ça commence par un N. En Poto, on dit Congolo. En français, on dit Yul. Donc, vous voyez que c'est deux termes qui diffèrent par rapport au français. Ça ne vient pas du français. Mais il y a un enracinement de cette langue. Et regardez, dans notre langue, Guchikam et Mpoto, il n'y a pas de N. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au cours de l'évolution de ce mot, la consonne préfixe a disparu. Est-ce qu'on peut vérifier ce phénomène? Est-ce qu'on peut vérifier que cette loi est constante et vérifier qu'il y a une parenté génétique? Regardez, on va prendre le mot agoulou, le mot guimbo, le mot ougan et le mot glo qui désigne l'eau pour certains d'entre nous chez nous. Regardez que les termes français diffèrent. Eh bien, vous allez voir que majoritairement, vous avez une consonne préfixe. Mais regardez, pour guimbo et glo, il n'y a pas de consonne préfixe. En kung, il n'y a pas de consonne préfixe. Mais partout ailleurs, regardez, les mots commencent, pour désigner la même réalité, commencent par une consonne préfixe. Mais il y a encore mieux. Vous allez me dire que ce n'est pas régulier parce que là, agoulou commence par une voyelle A et ougan commence par un OU. Eh bien, on s'aperçoit que ceci dit quelque chose de l'histoire et de l'évolution de la langue dans le temps, de ce terme dans le temps. Et donc, ceci montre que c'est régulier. Ça pourrait paraître une exception, mais cette exception, elle doit pouvoir s'expliquer. Alors, quelle est la conclusion qu'on peut faire? Quand un mot avec une consonne préfixe des langues congolaises arrive dans notre vocabulaire, ce N devient soit une voyelle, A, agoulou, soit une semi-voyelle ou semi-consonne, ougan. Mais aussi, la consonne peut disparaître totalement. Et donc, on peut montrer qu'il y a une parenté génétique. La consonne préfixe N, voilà la loi, dans les langues bantoues, commence par muter en voyelle, en semi-voyelle, puis finit par disparaître totalement. Voilà le schéma. Donc, on peut connaître le passé de notre langue. Mais aussi, on peut prédire que le mot agoulou dans notre langue va devenir un jour goulou. Et vous voyez qu'en français, c'est déjà fait, parce qu'ils disent goulu. Vous voyez? Ça veut dire que nous ne sommes pas sur les mêmes stades d'évolution que le français. Et on a un précédent. Le mot en langue Congo, ngouti, est devenu chez nous agouti, et ensuite gouti. Et on a des témoignages. Il y a une célèbre comptine, gouti coupé bois, diablesse chaéli. Donc on sait qu'on dit tantôt agouti, mais on dit aussi gouti. Et donc, on peut inscrire notre langue dans une continuité historique longue, depuis le bassin des langues congolaises jusqu'à aujourd'hui. Et on peut même prédire comment ces mots vont évoluer. Qu'en est-il du copte et de l'égyptien ancien? Est-ce qu'on peut retrouver ces mêmes comparaisons? Regardez. J'ai pris 3 mots. Le mot pour dire pur, le mot pour dire beaucoup, nombreux et le mot pour dire grand. Vous allez voir que il y a une correspondance. Hein, et on va voir que le A de l'égyptien ancien qu'on retrouve dans Wab, qu'on retrouve dans Aha ou dans Acha, eh bien, il mute et il prend ce qu'on appelle une consonne prosthétique, c'est-à-dire une consonne qui vient s'adjouter au A pour renforcer la vocalisation. Et donc, vous allez voir qu'en copte, on dit wab. Chez nous, on va dire wabap. On ne sait pas que ça veut dire pur. Et ça veut dire que, que ça nous rattache
a une dimension sacrée et initiatique de notre langue. Le mot achat de l'égyptien ancien est devenu achaï, il y a une erreur au niveau de la consonne, et puis devenu anchaï chez nous, regardez bien, donc ce A-là a muté, vous regardez encore, et il est devenu tantôt un A ou tantôt un an. Par exemple, c'est un mot que j'avais collecté, grand hihan pour parler d'un grand lécopêche, on l'a gardé et tel quel. Donc, l'histoire, on peut retracer l'histoire du pronom personnel de notre langue, parce que quand l'égyptien dit « i », eh bien, ce « i » va devenir un « a ». En copte, on va dire « anouk ». En banda, on va dire « a » ou « wa ». En langue gassi, on va dire « a » ou « wa ». Et chez nous, on va dire soit « a », soit « an », soit « wa ». Donc, quelle est la conclusion ? La parenté génétique entre le Wuchikam, les langues africaines modernes, est scientifiquement démontrée. La parenté génétique entre le Wuchikam, l'égyptien pharaonique et la langue copte est scientifiquement démontrée. C'est la pensée symbolique africaine qui explique les caractères linguistiques, sociologiques et anthropologiques de notre langue. La base, en tout cas, la langue dite créole ou Wuchikam est une langue africaine. Pour démontrer que nous nous trompons ici, nous sommes ouverts au dialogue, venez débattre. Venez avec des arguments scientifiques. Mais pour montrer qu'il y a une incidence des langues indiennes, des langues amérindiennes ou du français, il faut être capable de faire cette même analyse. Et là, je vous mets un petit billet pour le défi. Sinon, je vous invite à venir célébrer le génie de notre langue. C'est pourquoi nous allons mettre en place pour les acteurs culturels, les enseignants, eh bien, un séminaire de formation intensive au mois d'octobre pour célébrer notre langue. Et le numéro, c'est le 06 90 20 67 16. Donc, voilà. Ibout, je vous souhaite une bonne journée. À lundi prochain. Merci. 13h59. On a le temps de faire voir la finale senior féminine de la Coupe régionale de basket. Olivier Moradel, c'est le dernier sujet avant le rappel des informations. Mon parcours, on ne nous attendait pas jusqu'ici. Là, on a manqué un peu de lucidité, d'adresse et un peu de concentration un moment. On a baissé au niveau de l'intensité, au niveau de la défense. Et j'ai envie de dire, à ce stade-là, il ne faut pas rater les contre-attaques 1 contre 0. Bon, on a une équipe jeune, d'accord? Donc, c'est une équipe qui a une marge de progression intéressante. Donc voilà, effectivement, on a l'apport de Bélène. Je pense que le nécessaire sera fait au niveau de sa licence la saison prochaine. Et on va revenir. On n'a pas démérité, ça je sais qu'on n'a pas démérité. Et les filles ont fait un super travail. On a eu des bons matchs pendant la saison, justement contre les grosses équipes. On a su montrer qu'on pouvait rivaliser avec elles. Et là, il faudra travailler vraiment sur certaines choses parce que les petits détails, arriver à ce niveau de la compétition, ça se joue à rien des fois. Parfois on met des choses en place, ça passe. Parfois on met des choses en place, ça passe pas. Mais là, ce soir, depuis qu'on avait vu le match face à l'MJCR, on avait un plan. On savait qu'il y avait une joueuse qui allait changer un peu le jeu, qui allait distribuer un peu le jeu. Donc le plan était d'attaque. On a joué sur plusieurs façons, de façon à que l'équipe groupait un certain nombre de relations. C'est vrai qu'on a raté des paniers qui font que, bon, à certains moments, il y a des choses qui n'ont pas réussi. Mais je pense que dans l'ensemble, le plan de jeu qu'on s'était dit, si ce n'était pas les pertes de balles, je pense que le score serait fleuve. Le travail du BMBC et la prestation, gagner une coupe en début de saison, être vice-championne et gagner cette coupe-là, c'est le travail de cet homme-là. Malik Mérillon aussi, hein? Malik Mérillon. C'est le travail aussi de Christine Cyril. Voilà. Et Christophe, il est où Christophe? Christophe, voilà. Ça, c'est le travail d'un staff qui se respecte et qui travaille ensemble. Voilà. Voilà, on vous rappelle que depuis le début du 7e jour, nous avons reçu Marilyn Virapin, qui est la chef de mission jeunesse au Conseil général. Elle a rappelé le dispositif du service civique. C'est attention, c'est très important. Ensuite, nous avons eu un débat avec Edith Evry de Jean-Michel Gustave Diduflo, Bruno Lada, Corinne Glander sur la labellisation des TPE. Là aussi, c'est quelque chose de particulièrement important, surtout pour les commerçants de Bastère qui sont, Madame Evry Sadi, le véritable laboratoire. On vient de conclure avec notre ami Diolo, qui a fait un petit travail important sur justement l'origine de la langue et ses déclinaisons, ce qu'on appelle l'étude comparative. Pour l'information, c'est bien sûr Iman, c'est le retour.
Retour sur l'actu. Donc, petit tour d'horizon des sujets traités. Nous avons parlé de l'ammoniac, vecteur énergétique pour demain. Nous nous sommes rendus au Salon de la Beauté Noire qui a eu lieu ce week-end au WTC. Nous nous sommes tournés ensuite sur le don du sang avec cette semaine et les actualités de collecte qui sont organisées, notamment aujourd'hui, un centre commercial très proche de Bémao où vous pouvez donner votre sang. Et nous avons terminé sur cette note de sport avec le basket club de Bémao, ainsi que sur la 17e assise du centre-ville de Valenciennes. Voici pour les titres du jour. Merci, Iman. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, les 14h03. La réalisation était assurée par Jordan. Demain, on se retrouve à la même heure, à 12h30. On remercie Diolo, on remercie tous les collaborateurs et tous les gens qui permettent chaque jour la réalisation de ce ZCL, l'émission phare, justement, de Canal 10. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ciao, bye bye, à demain.